Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier les applications sur les substituts complexes. La première application et la première opération que nous allons étudier, c'est l'addition. Alors si je trace un système réel imaginaire comme ceci, dans lequel je vais représenter un premier vecteur que je vais appeler U1 comme ceci, et un deuxième vecteur que je vais appeler ici U2, la somme donc des deux vecteurs, alors il faut faire un peu le parallélogramme ici, tac tac tac, le vecteur U, désolé c'est pas très facile à faire ça euh, comme ceci à la main, mais donc le vecteur U ici, somme vectorielle de U1 et de U2, eh bien on va un petit peu regarder ce qui se cache derrière U1 et U2. Alors derrière U1 ici je vois que j'ai une composante que je vais appeler A dans la partie réelle et une composante imaginaire que je vais appeler B. Je vais prendre le bleu ici. Mon vecteur U2 ici, il a une composante réelle que je vais appeler C et une composante imaginaire que je vais appeler D. Qu'est-ce que je vois au niveau des composantes? Donc je vais quand même représenter ici U1 comme étant finalement A plus JB et U2 comme étant C plus JD. Eh bien, on voit que le vecteur U, comme c'est la somme des deux vecteurs U1 et U2, on voit que les composantes, donc la composante ici réelle de U, qui arrive ici, elle est donc bien égale à la composante A plus la composante ici C. Et donc on peut dire que le vecteur U, sa composante réelle totale, c'est la somme des deux composantes réelles des deux vecteurs U1 et U2. Même combat pour la composante imaginaire totale de U, c'est bien la composante D plus la composante B ici. Et donc je vais pouvoir écrire ici J fois B plus D. Donc ça c'est quand j'additionne les deux formes rectangulaires entre elles. Alors de cette forme rectangulaire, je vais pouvoir déterminer la forme polaire de U en calculant d'abord la norme ici. Et on sait que la norme c'est la racine carrée des composantes réelles et imaginaires au carré, c'est-à-dire ici racine de A plus C au carré plus B plus D au carré. Et l'angle formé, c'est l'arctangente de la partie imaginaire, c'est-à-dire ici B plus D, sur la partie réelle, c'est-à-dire A plus C. Je vous invite, si vous n'êtes pas sûr comment passer d'une forme à l'autre, de retourner voir la vidéo précédente sur les substituts complexes. Alors, on voit clairement très vite que l'addition, pour additionner deux grandeurs comme ça sinusoïdales, on va préférer additionner les composantes, enfin les formes rectangulaires, puisque c'est très simple d'additionner les formes rectangulaires entre elles. On fait simplement le A plus le C, le B plus le D, parce que sinon pour additionner ça sous forme eh bien, polaire, c'est très compliqué. Donc quand on va vouloir additionner deux grandeurs ensemble, par exemple quand on fera un exercice où il faut additionner deux tensions pour avoir une tension totale, eh bien si on a ces tensions sous forme polaire, on va d'abord les passer sous forme rectangulaire, faire la somme des composantes réelles et la somme des composantes imaginaires, trouver la somme totale du coup de ma tension totale, et repasser ensuite cette forme rectangulaire vers une forme polaire plus facile à lire. Alors la soustraction, je ne reviens pas vraiment dessus puisque c'est très comparable finalement à l'addition, à part que au niveau de la soustraction, donc si je prends la soustraction, c'est magnifique le petit arc-en-ciel, je vais ici avoir un signe moins, et donc je vais avoir toutes les composantes ici qui vont se changer, et donc je pourrais écrire simplement ici moins à cet endroit-ci, moins à cet endroit-là, moins ici, moins ici, moins ici et moins ici. Et donc vraiment, ça n'a pas vraiment d'intérêt de refaire la démonstration. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand je vais vouloir faire un produit. Alors, je vais effacer, je vais la laisser, je vais me mettre plus à droite. Si je prends le vecteur U1, toujours la même chose, qui vaut A plus JB. Le vecteur U2 qui vaut C plus
JD, et je veux calculer U, produit de U1 avec U2. Eh bien, si je calcule simplement terme à terme le produit, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A plus JB multiplié par C plus JD, une belle double distributivité où je vais distribuer A sur C puis sur JD et JB sur C puis sur JD. Je vais donc avoir ici AC plus JAD plus JBC, je ne fais pas de la pub. Alors ici je vais avoir J carré qui va apparaître, donc je vais avoir ici moins BD. Et si je remets partie réelle avec partie réelle, donc c'est-à-dire ici AC et moins BD, partie imaginaire avec partie imaginaire, je vais avoir ici eh bien AC moins BD plus J, et il me reste quoi? Il me reste AD plus BC. Pas très sexy, surtout si jamais je veux repasser ça sous forme polaire ensuite pour avoir une vision plus simple. Je vais donc écrire que la norme de U, c'est donc la racine carrée des composantes réelles au carré plus imaginaire au carré, donc c'est-à-dire AC moins BD au carré plus AD plus BC au carré, et l'angle phi c'est égal à l'arc tangente de la partie imaginaire, donc c'est-à-dire AD plus BC sur AC moins BD. Alors, à retenir par cœur, c'est pas sympa du tout. Et du coup, pour multiplier deux grandeurs comme ça sous forme imaginaire, on va préférer utiliser les formes polaires. Parce que si U1 est égal ici à A plus JB, on peut aussi écrire que c'est égal à la valeur efficace de U1 multipliée par, enfin pas multipliée, mais déphasée par l'angle phi1. Et ici, la valeur efficace de U2 déphasée de phi2. Et quand on multiplie deux grandeurs sous leur forme polaire comme ceci, on peut écrire que U, produit de U1 et U2, ça donne, alors ça c'est assez simple, hein, ça donne le produit des valeurs efficaces, c'est-à-dire U1 multiplié par U2, et le déphasage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on les additionne simplement. Donc on va faire ici phi1 plus phi2. Très sympa et beaucoup plus pratique et beaucoup moins de jonglage mathématique qu'avec la forme rectangulaire. Du coup, on peut conclure que quand on voudra additionner ou soustraire, on utilisera la forme rectangulaire. Quand on voudra multiplier ou diviser, on utilisera la forme polaire, puisqu'ici j'étais bien en train de faire le produit. Alors, au niveau de la division, il n'y a pas grand chose de différence, hein. Si jamais je viens me mettre ici tout bas, j'étudie la division. Alors si j'ai toujours U1 qui est égal à A plus JB, c'est-à-dire A U1 et l'angle ici phi1, U2, ici je ne vais même pas m'amuser à le faire sous forme rectangulaire parce qu'on a bien compris que ça ne servait pas, U2 angle phi2, eh bien le quotient U qui est égal à U1 sur U2, ça va simplement donner eh bien, le quotient des normes, c'est-à-dire U1 sur U2, et le déphasage, qu'est-ce qu'il vaut? Si dans le produit on additionne les déphasages, ici on va les soustraire, alors on regarde bien qu'est-ce qui divise quoi. Ici c'est bien U1 qui divise U2, donc on va bien faire phi1 moins phi2. On ne peut plus simple. Alors il nous reste encore deux trucs à voir, hein. Le premier truc, même si j'aime pas beaucoup ce mot, c'est l'opération inverse. Donc c'est-à-dire si j'ai, donc on va faire l'opération inverse. Ouh, pas facile à écrire à la main. Donc si j'ai U1 qui est égal à U1 déphasé de phi1, si je cherche U, l'inverse, hein, j'insiste bien, de U1, je vais écrire simplement quoi? Eh bien, c'est comme si je divisais U1 ici par un vecteur qui vaudrait 1. Donc je fais la division des normes, donc la division de 1 avec la norme de U1, et le déphasage de, alors ici il n'y a pas de déphasage, donc je vais directement écrire moins phi1.
Et la dernière opération qu'on doit voir, c'est ce qu'on appelle le conjugué. Alors vous avez déjà vu ça en mathématiques en première, mais on va quand même le rappeler. Qu'est-ce que c'est le conjugué d'un nombre complexe? Alors si j'ai U1 qui est égal à A plus JB, le conjugué qu'on note U1 star, c'est égal à A moins JB. Et donc, comment est-ce qu'on représente ça sous forme polaire? Eh bien, si U1, c'est égal ici à la norme de U1 avec le déphasage phi1, le conjugué U1 star, c'est égal à, alors comme on ne joue que sur la partie ici imaginaire et pas sur la partie réelle, ça va conserver la norme U1, et par contre le déphasage va prendre la valeur moins phi1. Si on représente ça dans un graphique, oups, je vais tout partir moi. Donc si j'ai mon graphique ici, réel, imaginaire, si je prends U1 comme ceci, si je veux prendre le conjugué, alors si je regarde ici, je vois que j'ai une composante réelle A et une composante imaginaire B pour U1. Et les composantes de U1 star, donc le conjugué, c'est on garde la composante A, ça n'a pas changé. Par contre, on prend la composante moins B ici. Et donc, si B est là, moins B est plus ou moins là. Hein. Je ne suis pas un spécialiste du tableau blanc, mais bon, voilà. Et donc, on va pouvoir ici représenter simplement U1 star. Et donc, on voit bien que si ici, donc la norme de U1, elle n'a pas changé. J'ai toujours U1 en bas, j'ai toujours U1 en haut. Sa longueur, si on veut, ne change pas. Par contre, si ici, j'ai bien l'angle phi1, ici, j'ai bien l'angle moins phi1. C'est bien ce que j'ai représenté ici euh, par cette notation. Voilà, j'espère que c'est clair. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.